Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé RQSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours et plus précisément pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode du podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. L'épisode d'aujourd'hui sera co-animé par Liane Robichaud et moi-même, Carole Bélanger. Aujourd'hui, on a l'opportunité de rencontrer David Lavoie, qui est au doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. David, d'abord, on aimerait vraiment te remercier d'avoir accepté d'être notre invité pour cet épisode. On a vraiment hâte de discuter avec toi de ton parcours qui semble plutôt atypique, puis en fait aussi ce qui t'a amené à faire de la recherche en soins palliatifs et de fin de vie. Merci à vous. Ça nous fait plaisir. Puis, dans le fond, dans notre discussion aujourd'hui, on aimerait vraiment aborder ton cheminement, en savoir plus sur tes difficultés, les doutes que tu as vécus, ainsi que les épreuves que tu as rencontrées. On aimerait aussi connaître ce qui t'a aidé dans ces moments plus difficiles-là, donc les personnes, les trucs, les ressources vers lesquelles tu t'es tourné. Donc, je te laisse la parole sur ce. Oui, je ne sais pas trop par où commencer. Là. Peut-être commencer par le classique. Là. Moi, je suis étudiant au doctorat au profil recherche-intervention à l'UQAM. Je suis à la fin, je suis à ma 7e année. Puis je vais peut-être revenir. Normalement, je pense que c'est 6 ans là, quand on fait un recherche-intervention. Je pourrais peut-être revenir un peu sur le pourquoi la 7e année. Je fais ma thèse sur la confrontation à la mort chez les infirmières en contexte d'aide médicale à mourir. Donc, peut-être on aura un peu de temps pour en discuter plus tard. Peut-être que tu pourrais commencer par, on avait vu un peu avant que toi, tu as vraiment justement un parcours atypique, mais que dès le départ de ton parcours, que tu étais un jeune décrocheur, peut-être nous parler un peu de ça. Oui, c'est vrai que c'est un peu atypique d'être au doctorat quand on mentionne ça comme ça. En fait, moi, ouais, si ça remonte à loin quand même, mais secondaire 4, c'est pas une année facile, c'est l'année où est-ce qu'on décide où est-ce qu'on s'en va dans la vie. C'est l'année où on choisit les cours des années suivantes en fonction de ce vers quoi on veut se diriger au cégep. Puis moi, j'étais complètement figé face à ce choix-là. Je n'étais pas capable de me décider parce que il y avait une part de moi qui aimait beaucoup les arts. Je jouais de la musique, je jouais de la guitare, puis je faisais aussi de l'art dramatique, du théâtre. Et j'avais un de mes amis qui faisait aussi de l'humour. On était comme un duo d'humoristes en herbe. Puis, lui, il voulait rentrer à l'école de l'humour en duo. Euh, puis, fait que bon, j'avais comme un peu une gang dans chacune de ces sphères-là, faire musique, théâtre, humour. Mais il y avait une partie en dedans de moi, à ce moment-là, je ne savais pas que je voulais être psychologue là, ou même être chercheur en psychologie, loin de là. Mais il y avait une part de moi qui était très insécure par rapport à tous les choix du versant artistique. Mais en même temps, j'étais aussi insécure à l'idée de rentrer dans un programme au cégep puis choisir une profession. C'est parce qu'on s'engage quand même dans un processus académique et on choisit avant même de savoir concrètement ce qu'on veut faire. Puis pour moi, je trouvais ça déchirant d'avoir à laisser le côté artistique, mais en même temps, j'avais de la misère à faire le saut comme entièrement aller vers le côté artistique. Par exemple, essayer de rentrer, par exemple, en théâtre au cégep, Lionel Groux dans ce temps-là. Pour moi, c'était quelque chose de difficile parce que clairement, j'avais de la difficulté à me représenter, ne pas avoir de sécurité professionnelle hors du domaine artistique.
C'est-à-dire que, évidemment, si on étudie dans le domaine artistique, on met quand même, comme l'expression, nos œufs dans le même panier. Puis, je veux dire, ça a du sens quand on sait 100% qu'on veut faire ça, puis on est prêt à commit to it. Mais moi, je me disais, je voulais comme un backup plan. Puis je me disais que si la passion restait, j'allais pouvoir quand même pratiquer disons, ma passion ou les projets artistiques qui m'intéressaient. Mais finalement, j'ai fait, disons, aucune de ces réponses parce que j'étais tellement insécure que justement, je n'ai pas réussi à choisir quelque chose et je n'ai pas non plus choisi d'aller directement vers le monde artistique. En fait, j'ai lâché au cours de l'année avant mes examens de fin d'année en secondaire 4. Jouais un peu plus de musique, mais vraiment, j'avais comme perdu intérêt. C'est difficile de déterminer comme la cause principale. Tu sais, c'est sûr qu'à cet âge-là, on est un peu à la merci de... Je pense que j'étais quelqu'un de très sensible. Je le suis encore d'ailleurs, mais ouais, je pense que les amitiés, les difficultés, j'avais pas de difficultés académiques, ça, c'était ce qui me sauvait un peu, ce qui fait que j'ai passé certains cours, même si j'ai lâché dans les examens de fin d'année, tu sais, mais ouais, donc ça a été une expérience particulière. Donc, j'ai lâché pendant 1 an et demi, j'ai commencé à travailler. Puis, j'ai vu un psychologue pendant ce temps-là. J'en voyais déjà un avant. C'est le même que j'avais comme revu sporadiquement. Et c'était ma mère, justement, qui m'a beaucoup poussé parce que pour elle, c'était un espèce de potentiel perdu. Elle voyait que j'avais le potentiel de réussir. Dans sa tête de bonne mère, c'était que je pouvais réussir n'importe quoi dans lequel je pouvais m'investir. Mais donc, j'ai poursuivi ça. Puis, pendant ma psychothérapie, en travaillant à côté de ça, à temps plein dans un restaurant, puis j'enlève absolument rien à ce travail-là. Je veux dire, ça a fait partie de ma vie d'ailleurs pendant 15 ans après. Là. Ça a été ma job académique durant mon processus académique par la suite. Mais ouais, durant ma psychothérapie, j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a vraiment aidé autant à mettre les pendules à l'heure par rapport à plein de problèmes que je pouvais vivre à ce moment-là, autant dans la sphère interpersonnelle que psychique. Hein? Puis, fait que ça m'a fait reconsidérer mon orientation professionnelle et j'en suis venu à me dire que je pourrais faire ça. Hein? Je prenais quand même un certain plaisir à être en psychothérapie. Tu sais, je sais qu'on parle souvent par rapport à la psychologie, puis la thérapie, c'est comme quoi c'est difficile, c'est même à la limite un peu quand quelqu'un parle que j'ai un rendez-vous. Personne ne dit vraiment c'est quoi son rendez-vous versus quand tu vas chez le dentiste, donc, tout le monde s'en fout, c'est comme ça fait juste partie des soins dentaires normaux d'y aller, mais de prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est comme un peu, c'est quasiment péjoratif dans le discours quotidien en tout cas. T'sais. Donc moi, un peu au contraire de ça, en effet, ça a été plein d'expériences difficiles évidemment, mais je prenais beaucoup de plaisir aussi à ça, puis je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de faire sens de nos expériences à travers le dialogue, puis à travers se raconter, dans le fond. Puis j'ai découvert qu'il y avait des gens qui s'étaient penchés là-dessus, puis qui avaient conceptualisé des manières d'aider les autres et tout ça, puis qu'il y avait des théories. Fait que quand j'ai découvert ça, j'ai fait that's it, c'est ça que je veux faire. Puis est-ce que à ce moment-là, quand tu as découvert que tu voulais faire ça, est-ce que tu étais au courant de ce que ça comprenait comme étude ou tu t'es juste dit, moi, c'est ça que je veux faire, peu importe le nombre d'années que ça va prendre? Je savais qu'est-ce que ça prenait, mais bien franchement, je pensais pas que ça allait être aussi long, parce que
c'est vrai que dans l'idéal, c'est pas si pire que ça. Tu sais, évidemment, c'est parce que maintenant, on a un bac, on a quand même une job, mais ouais, non, c'est vrai que c'est long, même sur papier, c'est vrai. Mais des fois, on ne calcule pas qu'il peut y avoir des embûches, qu'il peut y avoir c'est ça, des événements de la vie qui ralentissent encore plus le processus. Ben, mais oui, je savais, mais euh, ouais, je ne sais pas trop en fait. C'est quand même une bonne question. Je pense que j'avais vraiment envie d'apprendre aussi. Donc, pour moi, c'est quand je suis retourné à l'école, j'ai fini aux adultes, mon secondaire, puis après ça, je suis rentré au cégep, puis je pense que c'est à partir de là que, sans le savoir aussi, j'ai commencé à aimer beaucoup la recherche. Parce que au cégep, en sciences humaines, là, on voit un peu de tous les domaines, mais j'aimais vraiment beaucoup apprendre. J'ai découvert la philosophie et évidemment, réfléchir des questions importantes, pour moi, c'est devenu quelque chose qui m'animait, mais dans ma tête, je pense que j'ai toujours pensé que c'était quelque chose que tout le monde avait un peu, là, cette espèce de curiosité-là. Puis, ben, plus j'avance, puis je me rends compte qu'en effet, c'est même un métier en soi, c'est être chercheur ou théoricien, etc. Donc, finalement, ça a été plus long que je pensais. Sauf, ben, finir mon secondaire, faire le cégep, bon, c'est ce que c'est, là. Tu sais, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça. Mais peut-être plutôt que quand je suis rentré au baccalauréat, comme enfin, en psychologie, ma première session, surprise, j'ai détesté ça. Je suis rentré, puis ma première session, c'était l'hiver, et je me souviens, ouais, je rentrais à l'hiver parce que j'étais décalé à cause de mon décrochage, j'étais rentré à l'hiver. Euh, Puis vu que je suis rentré à l'hiver, j'ai comme pas eu, I guess, l'introduction, initiation, tout ça. Je suis rentré un peu comme un espèce d'étudiant libre. Ben, je n'étais pas étudiant libre, j'étais dans le baccalauréat, mais un peu solitaire là-dedans. Et j'ai vraiment pas aimé ça parce que mes premiers cours, ça a été un cours de psychologie cognitive et un cours de statistique et un cours d'histoire de la psychologie et un autre que j'ai oublié. Puis, c'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Tu sais, moi, dans le fond, j'avais connu la psychothérapie. Ce qu'on étudiait au cégep, c'était les théories psychothérapeutiques, tu sais, c'est les grandes approches, tout ça. Puis là, ben, je tombais, par exemple, en statistique, qui était quelque chose que j'aime comprendre parce que maintenant, j'en vois la pertinence d'ailleurs pour comprendre les études et tout Ouais. ça. Mais, euh, mais bon, c'était pas de la psychothérapie, là. On était loin de là. C'est des cours très théoriques. Oui, c'est ça. Puis même maintenant, je veux dire, la psychologie cognitive, je veux dire, maintenant, je vois son intérêt. Puis d'ailleurs, je suis en train de faire une concentration en sciences cognitives dans mon doctorat quand je ne suis pas du tout dans une approche, si on veut, plus cognitive, mais parce que je trouve ça super intéressant de comprendre les mécanismes sous-jacents au processus de pensée et tout ça. Mais sur le coup, quand tu t'attends à de la clinique, à toucher le vécu humain, tu n'es pas là, là. Il y a comme tout un bagage de connaissances, puis un langage à t'approprier, puis une espèce d'historique de l'évolution de la psychologie avant de pouvoir te rendre là. Et ça m'a shaké un peu, ça a été difficile ma première année au baccalauréat. Ça fait que mon bac, je l'ai fait en 4 ans et demi même, en fait, si je prends la première année, la première session qui était l'hiver. Donc, déjà là, on rajoute une longueur au processus, mais cette année-là de plus m'a été nécessaire parce que je parle des cours que j'ai moins aimés, mais le cours d'histoire de psychologie, c'est vraiment venu me chercher de comprendre comment on en était venu à la talking cure, là, la psychothérapie en tant que telle.
puis toutes les théories qui sous-tendent ce qui se passe justement dans le dialogue, puis comment on peut aider les autres, ben, ça venait un peu de la philosophie. Fait que là, ben, il y a une partie dans moi qui a dit, ah, ben, dans le fond, c'est peut-être pas la psychologie que j'aime, c'est peut-être la philosophie. Fait que j'ai fait 1 an de cours tout en étant au baccalauréat en psycho. J'ai continué à suivre des cours, mais plus de philosophie et même de sociologie. Bref, je suis resté en sciences humaines de façon élargie, si on veut, mais plus dans une optique d'essayer de comprendre d'où venait, dans le fond. Ben, j'avais encore un intérêt pour la psychologie en tant que telle, mais j'étais plus sûr que j'étais prête à commit à passer à travers tous les cours plus généraux que ça demande, dans le fond, pour pouvoir aller au doctorat et finalement pratiquer. Mais en même temps, le côté d'aller en philosophie, ça m'a fait rendre compte que quand on est juste dans de la théorie, pour moi, c'était trop vertigineux. Dans le fond, oui, je voulais comprendre, mais je voulais comprendre pour pouvoir mieux aider les autres. Et pour moi, ça allait passer par la psychothérapie. Tu avais besoin de mettre du concret dans cette théorie-là. Oui, c'est ça. C'est que j'aimais réfléchir les grandes questions. Puis je pense qu'en psychologie, même avec des patients, on fait ça aussi. On réfléchit des grandes questions, mais à partir de l'histoire des personnes. Puis même soi-même, quand on est en thérapie aussi, là, je veux dire, dans le fond, on tente de répondre à des questions immenses, mais à partir de notre situation à nous. Bref, ceci dit, j'ai trouvé un peu un compromis pour le reste de mon bac, c'est que je faisais 3 ou 4 cours. Ben, j'essayais comment dire, de faire en sorte que mes sessions, j'ai toujours au moins 1 ou 2 cours que j'aimais vraiment ou qui me passionnaient un peu plus. Ça faisait en sorte que le cours ou les 2 cours ou les 3 cours, des fois, là, que j'aimais vraiment moins, peut-être, ben, je savais que je les faisais pour une autre raison. Tu sais, comme le cours bonbon, là, comme je l'appelais, si on veut, me rappelait pourquoi je faisais tout ça. C'est sûr qu'il y a des programmes où c'est un peu plus difficile d'avoir de la flexibilité. Là. Souvent, c'est tout calculé d'avance par les programmes universitaires. Là. Tu sais, telle année, tu fais telle chose et tout. À l'UQAM, c'était plus flexible. Ça m'a comme. Il y a des pour et des contre. Hein, tu sais, je veux dire, le contre, c'est que ça m'a pris 4 ans et demi à le faire. Le pour, c'est que je l'ai fait. Puis je pense que si j'étais rentré première session, puis j'avais dû suivre 5 cours dont la majorité, je ne les aimais pas, je ne sais pas si j'aurais pu continuer au fond. Puis est-ce que durant tout ton parcours du baccalauréat, est-ce que tu as eu des expériences qui t'ont fait vraiment confirmer ton choix vers la psychologie? Est-ce que tu as rencontré tes futurs directeurs de recherche durant ton baccalauréat? Ça s'est passé comment, ça, ton processus un peu de trouver tes intérêts pour le doctorat? Ouais, ça c'était. Je pense que la façon la plus simple de répondre à ça, c'est que au bac, je pense que quand tu veux faire le doctorat, tu ne peux pas éviter l'angoisse de ne pas savoir si tu vas pouvoir entrer au doctorat. Et ceci dit, ce qui m'a aidé là-dedans, parce que pour les personnes qui écoutent, qui ne savent pas nécessairement, c'est que tout le long qu'on fait le baccalauréat, c'est pas juste d'avoir une cote. Il faut avoir une bonne cote universitaire pour entrer au doc, mais il faut aussi qu'on arrive à cerner nos intérêts de recherche en cohérence avec celle d'un professeur qu'il faut, par le fait même que lui ou elle s'adonne à avoir de la disponibilité pour accueillir un nouvel étudiant cette année-là, l'année que nous, on va vouloir rentrer au doctorat. Et c'est pas chose facile. C'est pas juste c'est pas juste contingenté par la cote, c'est aussi une question de place vraiment concrète. Là. Il y a une limite, une capacité que les professeurs peuvent prendre comme étudiants.
Sauf qu'en plus, il faut que ça corresponde au niveau des intérêts de recherche, puis même pas juste de l'intérêt, du CV que tu amènes. C'est-à-dire, fait que c'est ça, je pense que c'est bon, comment j'ai pu faire ça? Ce qui m'a beaucoup aidé à traverser ça, parce qu'en effet, c'est dur de. Au début, on est comme, ben, dans le fond, je serais prête à m'intéresser à n'importe quoi parce que on est encore tellement des psychologues généraux. Si je dis psychologue dans le sens qu'on s'intéresse à la psychologie, là, généraux, qu'en effet, on pourrait encore se spécialiser là, dans pas mal n'importe quoi là, quand on est au départ, à moins qu'on n'ait aucun intérêt. Mais je pense que la majorité des gens ont quand même des intérêts diversifiés. Là. Fait qu'en effet, ça peut prendre des chemins différents. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai fait du bénévolat dans un centre de référence. C'était un centre de référence humaniste psychodynamique à l'UQAM. Puis, c'était pas, en effet, c'était pour avoir un peu, mettre ça sur mon CV, mais c'était beaucoup une espèce de petite communauté. Puis, ça faisait un peu l'effet du café étudiant où est-ce qu'on se retrouve, puis on était une dizaine de bénévoles et on discutait souvent là, puis c'était un espace ici pour échanger avec les autres. Puis, c'était bien parce que dans ce type d'espace-là, il y avait des gens qui avaient des intérêts communs. Moi, je m'intéressais à la psychologie psychodynamique et humaniste. Il y avait des étudiants, autant au baccalauréat, qui avaient les mêmes espèces d'angoisses que moi et qui essayaient de naviguer du mieux qu'ils pouvaient à travers les cours. Fait qu'on pouvait s'échanger des trucs, étudier ensemble et tout ça, partager aussi sur notre vécu, en fait, hein, puis développer des amitiés là-dedans. À travers ça, j'ai une de mes amies, c'est encore ma meilleure amie à ce jour. Puis elle dépose bientôt sa thèse, puis moi aussi. Puis on s'est soutenus tout au long du processus. Puis je pense que ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Le contact avec les autres qui partagent le même type d'expérience que nous, parce que de l'extérieur, nos amis, nos collègues, peut-être du travail qu'on a à l'extérieur de l'université, notre famille, ils nous supportent et ils nous aiment et tout ça, mais c'est difficile de se représenter c'est quoi ce type d'anxiété-là ou d'angoisse particulier-là de faire un programme sans savoir qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans. Oui, en parlant de ça, ça me fait tellement penser. Des fois, j'essaie d'expliquer un peu le programme, que ce soit à mes parents, à ma famille en général. Puis je pense que je leur ai expliqué au moins 10 fois c'était quoi, mais eux, ils ont de la difficulté à se le représenter, puis à comprendre mon angoisse un peu de performance, puis de si je vais rentrer finalement ou non. Fait que c'est en ayant des personnes qui sont avec toi dans le même parcours, tu peux un peu mieux partager tes émotions puis ton ressenti, si on peut dire. Ben oui, tout à fait. Puis je comprends tellement ce que tu dis, là, je l'ai tellement vécu. Puis je l'oublie parfois parce que au doctorat, tu as d'autres types d'angoisse, tu as d'autres enjeux. Mais quand j'étais au bac, je me souviens que je m'étais dit, je m'étais même dit une fois, si je t'acceptais au doctorat, là, genre, je m'étais comme promis de pas, genre, angoisser par rapport à ça parce que c'était, comme quoi ça m'apparaissait tellement gros, tu sais. Puis en effet, je pense d'avoir des gens qui partagent la même expérience, c'est que je pense qu'il y a quelque chose de peut-être, si je peux me prononcer sur peut-être l'effet que ça a versus la famille, c'est que c'est comme une validation de notre expérience, puis une normalisation qui est peut-être pas plus authentique, parce que clairement, notre famille, nos amis, ils veulent nous épauler comme ils peuvent, mais je pense que là, on peut se représenter que la personne comprend vraiment ce qu'on vit. Puis en effet, je pense pas qu'on peut dire ça. Des fois, il y en a qui disent je pense pas qu'en psychothérapie, c'est quelque chose de nécessaire. Je pense pas que le concept du wounded healer, je pense pas qu'on a besoin d'avoir soi-même vécu les mêmes traumatismes que nos patients pour pouvoir se comprendre et tout. Mais je pense que dans quelque chose comme ça, qui est un processus qui dure longtemps, parce que c'est une épreuve, dans le fond, le bac, qui dure quand même longtemps. Fait que je pense que, ouais, s'entourer de gens,
d'avoir un milieu de, disons, rassemblement. Ça, c'est quelque chose qui m'a aidé là-dedans. Juste avant ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a amené de parler de ça. Je parlais un peu, ah oui, de l'intérêt. Tu m'avais demandé, Carole, ce qui m'a aidé après. C'est sûr que moi, j'ai gardé vivant. C'est ça, là. On est limité dans ce qu'on peut garder vivant comme intérêt, ne serait-ce que parce qu'on est limité dans ce qu'on peut lire, des gens qu'on peut garder contact. Mais veut pas, il a fallu comment dire, que l'entonnoir se referme un peu là, vers. Moi, c'était presque ça, je voulais aller en humaniste. Moins psychodynamique, mais c'était quand même, j'étais beaucoup dans les deux. Puis finalement, je pense que ce qui m'a aidé, c'est que j'ai quand même manifesté mon intérêt dans la plupart des cours où j'allais. Puis je posais des questions, puis j'essayais d'approfondir vraiment les sujets qui m'intéressaient, mais comme pour de vrai, comme si, mais pas comme si je voulais continuer à apprendre là-dessus, parce que je voulais apprendre là-dessus. Parce que c'est vrai que tu peux aller dans un cours, puis il y a plein de cours que j'ai été juste le gars qui vient au cours parce qu'il faut qu'il aille au cours. Mais il y a plein de cours aussi que là, vraiment, je voyais, OK, ça, je vais en comprendre plus. Puis je ne pense pas que c'est mauvais de manifester son intérêt. Puis, ceci dit, un moment donné, je prenais un cours en recherche qualitative, un cours de méthodologie, parce que je trouvais que c'était le type de méthodologie qui se rapprochait le plus de l'humanisme. J'étais comme, on rentre en dialogue avec les gens. Bref, je ne connaissais rien à ce moment-là. Puis finalement, aujourd'hui, je fais une thèse là-dessus. Mais puis c'est dans ce cours-là que c'était un petit cours. Puis finalement, pendant le cours, il y avait une professeure, pardon, Sophie Gilbert, qui cherchait des étudiants pour faire la thèse d'honneur. La thèse d'honneur ou thèse de spécialisation, là, c'est un projet de fin de bac qu'on peut faire sur 1 an qui remplace quelques cours puis qui est offert de façon un peu contingentée, là, si je veux. Il n'y en a pas c'est pas tous les profs qui en donnent et tout ça. Fait que c'est un projet particulier dans lequel on peut s'investir. Et c'est comme une mini-recherche, en fait. Puis, cette année-là où j'avais pris le cours de recherche Cali, Sophie cherchait des étudiants pour un de ses projets, puis elle avait demandé aux profs qui donnaient le cours de recherche Cali, y en a-tu parmi tes étudiants qui pourraient être intéressés à travailler sur un projet? Puis tu sais, parce que ça va de fil en aiguille de demander comme, c'est un cours optionnel, le cours de recherche Cali. Donc, s'ils ont pris un cours optionnel comme ça, ben là, je me prononce sur le raisonnement que Sophie a peut-être fait, mais ça va dans le sens que ça tombe sous le sens que si on prend un cours optionnel dans une direction particulière, ben, c'est qu'on manifeste un certain intérêt pour ça. Et j'ai eu la chance, si je peux dire ça comme ça, que ma professeure me recommande, moi et un autre étudiant, pour la dite recherche. Puis, je suis embarqué sur la thèse d'honneur avec elle. Puis, ça a été le début Là, c'est là vraiment que j'ai découvert mon intérêt pour la recherche à travers ce projet-là. J'ai comme compris que, OK, oui, on peut, toutes les théories un peu qu'on apprend, la méthodologie, certains concepts, tout ça, on peut mettre ça dans un cadre, se poser une question, c'est-à-dire d'emblée, se poser une question, établir un cadre, une méthodologie et aller chercher des données puis arriver à une conclusion pour répondre à des questions. J'ai comme vu que comment on pouvait un peu découper la réalité pour arriver à mieux la comprendre. Donc, moi, ça a été, à mon avis, si je n'avais pas fait cette recherche-là, je ne pense pas qu'on se parlerait aujourd'hui. Peut-être, je ne sais pas. C'est vraiment difficile de dire ce qui se serait passé. Puis, tu sais, c'est pas dire que parce que tu fais une thèse d'honneur, tu rentres au doctorat. Mais c'est sûr que ça peut aider parce que ça donne une expérience supplémentaire. Mais j'en connais qui ont fait la thèse d'honneur puis finalement, ils font complètement d'autres choses parce que justement, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus ou moins l'aspect recherche, tu sais, puis ils sont allés dans un domaine plus de l'intervention ou même dans un autre domaine de la psychologie. Puis ceci dit, c'est pas perdu, là, tu sais.
Fait que pour toi, ça a été vraiment un point tournant de vivre cette expérience-là, de faire une recherche, là. Ouais, je pense que parce que ce qui est beaucoup moins annoncé là, quand on se lance dans un parcours en psychologie, nous, on pense qu'on va faire de la clinique, c'est comme qu'on va apprendre à être des cliniciens euh, et qu'on va peut-être travailler justement nos aptitudes relationnelles et tout ça, puis qu'on va, oui, évidemment, avoir une formation théorique qui sous-tend ça, mais on pense surtout à la clinique. Et malheureusement, c'est pas ça. Je dis malheureusement parce que c'est peut-être mon petit commentaire éditorial ici, là, c'est que c'est pas ça qu'on fait. On n'apprend pas à être d'emblée des meilleurs cliniciens. C'est vraiment tardivement dans le processus qu'on aborde ces sujets-là. Et encore, au doctorat, c'est pas tant ça qu'on fait non plus dans l'aspect académique, dans l'aspect évidemment des stages, des internats, de la supervision, certains cours d'intervention, c'est ce qu'on fait, mais dans parce que là, moi, mon parcours va avoir pris un peu plus que 10 ans, mais dans ces 10 ans-là, c'est dans les deux, j'allais dire trois, mais c'est pas mal les 2, 3 dernières années là, que vraiment je me suis plus concentré là-dessus. Puis c'est parce que j'ai commencé des stages. Avant ça, c'est très théorique. Donc, ceci dit, ce qu'on annonce moins, c'est pas la lourdeur, parce que moi, je trouve ça super, je trouve ça stimulant, mais ce qu'on annonce moins, c'est la très grande proportion de la recherche dans le doctorat en psychologie. Et la recherche au doctorat, puis si j'ajoute le bac là-dedans, la portion théorique aussi, tu sais. Donc, la portion vraiment euh, académique, recherche, méthodologie, il y a beaucoup de méthodologie, beaucoup d'études, de rédaction scientifique, de lecture, d'analyse scientifique. Tout ça, on ne pense pas à ça quand on se dit on va aller psychologue. On pense, c'est ça, comme à l'autre côté dont je parlais. Ouais. Puis moi, ben, j'ai comme eu la chance en même temps, quand j'ai fait l'artisanat, j'ai rencontré d'ailleurs Sophie, c'est une femme extraordinaire elle m'a vraiment motivé, puis j'ai vraiment un peu comme tombé en amour avec la manière dont elle avait de faire la recherche, puis comment ça pouvait amener des retombées justement dans le monde vécu. Puis je trouvais ça intéressant, ce type de travail-là. Mais pour certains, c'est un fardeau qui peuvent traîner tout au long du doctorat. Puis ça, à mon sens, c'est quelque chose de problématique au niveau de la manière que les programmes sont faits. Là. Mais encore là, c'est ma petite note éditoriale. Puis, mais bon, je n'irai pas de ce côté-là parce que je vais essayer de rester sur mon, mon histoire. Mais quand même, c'est pas à prendre à la légère, cette petite critique-là que j'ai, parce que il a fallu, moi, pour que je puisse passer au travers, comme je disais, ma stratégie, ça a toujours été de m'armer, si on veut, de me raccrocher à ça, de trouver un moyen de me raccrocher à ce qui va me rapprocher de la clinique et donc de rester près de comprendre un peu plus l'expérience vécue et tout ça. Fait que, tu sais, la stratégie que j'avais au bac d'avoir un cours qui m'animait et qui me passionnait, même si c'était théorique, je veux dire, il y a des trucs théoriques qui peuvent nous animer parce qu'on fait des liens avec la clinique, par exemple. Ben, j'ai eu la même stratégie aussi au doctorat. Oui, parce que c'est dans un sens, c'est long et pénible s'il n'y a rien qui nous intéresse ou qui nous passionne durant tout le long de notre doctorat. C'est presque même, je dirais peut-être impossible de terminer un doctorat si on n'a pas quelque chose qui nous anime, qui nous anime tout le long, qu'on écrit notre thèse. Sinon, ça, j'imagine même pas le fardeau, là. Il y a plusieurs cas de figure. Il y en a il y a des gens qui vont rentrer dans un projet et ils sont contents, puis ils vont faire l'essai parce qu'il faut dire, là, moi, je fais le programme double parce que j'ai choisi ça et j'aime ça. Ceci dit, il y a moyen de faire un essai au lieu d'une thèse.
Et il y en a qui rentrent là-dedans et il y en a qui ont la capacité de juste comme se donner, voient ça comme un gros travail universitaire et ils font ça rapidement, puis ils passent à un autre appel. Puis, je veux dire, c'est tant mieux, tu sais. Mais il y a aussi le cas de figure de certaines personnes qui sont rentrées avec un certain directeur, directrice, puis le projet qu'ils ont, des fois, il ne l'anime pas du tout. Tu sais, des fois, il n'est pas, soit qu'il n'est pas stimulant, soit que c'est. Tu sais, des fois, il y a des compromis à faire hein, quand ça va un peu en lien avec le fait rentrer au doctorat, ce n'est pas nécessairement facile, ça va avec la disponibilité. Puis, des fois, on peut rentrer dans un type de projet, puis finalement, ça ne marche pas. Tu sais, il y a, peu importe là, à quelle étape que ça l'achoppe, il y a quelque chose qui se passe, puis qui fait en sorte que ça n'avance pas, c'est difficile. La relation, des fois, avec la direction peut être difficile. Le sujet, des fois, ou certaines étapes, la méthodologie ne fit pas avec ce qu'on voudrait. Les résultats ne sont pas concluants. On n'arrive pas à écrire. Des phénomènes de la vie. Il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que ça peut être difficile. Puis, ben, ceci dit, pour revenir à moi, ben, comme je disais, j'ai eu la chance de tomber sur Sophie. Puis juste pour faire une histoire courte, j'ai travaillé avec elle sur l'expérience pardon, ça c'est ma thèse, c'est des infirmières, des intervenantes, l'expérience relationnelle des intervenantes en contexte d'itinérance féminine. Donc, c'est un organisme qui vient en aide à des femmes qui sont sans abri et on essayait de comprendre leur approche. Puis moi, particulièrement, ma thèse de spécialisation, ma petite portion de la recherche, c'était de comprendre comment les intervenantes vivaient cette expérience de la relation d'aide avec ce type de population-là. Et donc, au terme de ce projet-là, je suis rentré au doctorat avec elle, puis c'est clairement, mais c'était dit d'emblée que je ne savais pas déjà ce que je voulais faire exactement comme projet. Mais j'avais manifesté ma motivation, puis elle l'avait reçue. Je me souviens de la rencontre qu'on a eue. C'est drôle parce que moi, à ce moment-là, j'étais comme terrifié. Je parle de notre rencontre pré-doctorale, pour l'admission, là, notre espèce, ce qu'on dit l'entrevue pour rentrer au doctorat, dans le fond. Même si on travaille ensemble, il faut quand même passer par un certain processus. C'est pas parce qu'on connaît la prof que c'est dit d'emblée qu'on va rentrer avec elle. Même si je constatais qu'elle aimait notre relation, je percevais que ça l'avançait bien, évidemment, tu as toujours le doute en arrière de la tête, tu as toujours le sentiment d'imposteur, tu es comme, tu as beau avoir des bonnes notes, ah ouais, mais elles ne sont pas si bonnes que ça, ou ah ben telle personne comprend bien mieux les phénomènes, ou genre, tu travailles avec quelqu'un dans le même projet, tu es comme, ah ben là, elle est clairement meilleur que moi, puis évidemment, le petit saboteur interne qui veut... La comparaison, tout le temps, elle est tout le temps présente, on dirait. Oui, ben puis, tu sais, lors d'une entrevue pour une admission au doctorat, c'est tough de les enlever parce que rendu là, tout le monde est compétitif. Tu sais, ceux qui appliquent au doctorat, ceux qui savent qu'ils n'ont pas de chance pour rentrer au doctorat, ils ne vont pas là. Tu sais, ou ils savent depuis longtemps qu'ils vont faire d'autres choses, je ne sais pas trop, mais rendu là, il y a beaucoup de compétition, on ne peut pas se le cacher. Tu sais, on a beau dire qu'on ne veut pas être dans la compétition, puis tu sais, moi, je me tenais avec des gens, on avait une communauté, puis tout ça, puis je dis une communauté, là, mais en tout cas, là, il y a de la compétition, on ne peut pas s'en cacher, puis fait que quand tu es là, tu te retrouves devant, même si j'ai travaillé pendant 1 an avec elle, la recherche tire à sa fin. Je continue même de travailler avec elle sur le projet. Je suis quand même complètement anxieux. Puis finalement, je me souviens y avoir expliqué que je ne savais pas encore d'emblée. J'ai comme placé mes intérêts de façon assez élargie quand même. J'ai dit, en effet, je m'intéresse encore au phénomène de l'itinérance. Le fait de m'être intéressé aux intervenantes, ça a fait que je m'intéressais aussi au vécu des professionnels. Et là, j'étais comme, ah ben, tu sais,
Est-ce qu'il va y avoir quelque chose à ce niveau-là, du côté des professionnels versus des populations en tant que telles itinérantes? Mais il y avait aussi un autre sujet qui m'intéressait beaucoup, qui était le terme de l'orientation. Puis maintenant que je l'ai dit avec dans le contexte du podcast aujourd'hui, ça ne m'apparaît pas anodin parce que moi, j'ai toujours eu beaucoup de la difficulté à choisir mon orientation professionnelle et tout. Puis c'est un sujet que j'aurais aimé aborder au doctorat. Et quand j'ai parlé de ça, elle m'a dit, ah, ben justement, elle avait des données qui avaient été amassées dans le cadre d'un autre projet qui était justement sur la réinsertion des personnes qui avaient été en situation d'itinérance pendant un certain temps et tout ça. Fait que, tu sais, il y avait comme plus. Puis j'avais un intérêt pour la théorie entourant la recherche, donc un intérêt méthodologique. Bref, j'étais comme chanceux et pas chanceux, c'est-à-dire que j'avais plusieurs intérêts qui fitaient avec les intérêts de ma potentielle directrice, mais on ne savait pas trop, mais j'ai été chanceux qu'elle me prenne comme ça, c'est-à-dire dans mon ambivalence. Mais ouais, donc je considère que j'ai été chanceux de tomber sur elle parce que je veux dire, si j'ai pas été en entrevue avec personne d'autre, j'ai pas rencontré d'autres professeurs. Puis avec les autres, j'imagine que je peux pas parler pour les expériences des autres, mais j'imagine normalement tu arrives avec un projet ou une idée de projet ou au moins des intérêts plus précis. Et moi, j'étais quand même très vague dans ce que je voulais. Et bref, je remercie Sophie pour ça. Et ouais, c'est ça, juste pour l'anecdote, je me souviens qu'elle, tu sais, sa réponse, tu sais, ah ben, tu sais, je vois, tu sais, tout bonnement, ah ben, vous savez, je vois que ton intérêt est clairement là, la motivation est là, donc, tu sais, pour moi, c'est pas vraiment une question. Ton acceptation, après, une fois tu es rentré, on pourra voir qu'est-ce qui fit plus pour toi, tu sais. Puis, tu sais, de me faire dire ça comme si c'était juste oh well, c'est comme tu as la motivation, tu as des intérêts, on va figure it out en après-coup. C'est sûr que de se faire dire ça quand tu as l'espèce de justement l'angoisse que tu portes tout au long du baccalauréat, la pression qu'on se met pendant qu'on fait, oui, du bénévolat, de l'intervention en à côté. Tu sais, j'ai travaillé au centre jeunesse, j'ai travaillé dans un CRDI TED, tu sais, j'ai essayé de build up mon CV un peu partout, puis que là, finalement, ça revient au final à une discussion de ce genre-là. C'est un peu, c'est ça, c'est particulier. Tu sais, puis je pense que de l'extérieur, on peut se dire, tu sais, c'est quoi vraiment qui fait. En tout cas, je pense qu'on pourrait faire un podcast au complet sur l'acceptation au doctorat là, versus le refus, puis les critères d'admissibilité. Tu sais, c'est quand même un domaine particulier pour ça. C'est ça. Je pense l'aspect recherche, c'est ce qui vient peser beaucoup dans la balance quand ça vient au professeur. Je pense que ce que tu mentionnes là, c'est important de mentionner que le processus d'admission à l'UQAM, il est différent de, par exemple, l'Université de Montréal, l'Université Laval, où, oui, il faut un arrimage avec un professeur, mais tu sais, il y a vraiment un processus qui est différent. Puis tu l'as dit, on pourrait faire un podcast entier sur tout ça, mais je pense que ça fonctionne un peu différemment à l'UQAM. Je ne sais pas si je me trompe, là, mais... Ah non, mais c'est sûr, là, j'ai parlé je parlais plus de l'entrevue en tant que telle, là, Mhm. mais il y a aussi tout le processus qui se fait en parallèle de ça. Tu sais, dans le fond, l'entrevue, c'est une étape parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il y a tout le reste. Là. Je me souviens avec toute la documentation qu'il fallait aller Ouais. porter. Puis, tu sais, les dossiers sont tous pris en considération par le département au complet. Puis, il y a des critères au niveau des notes. Il y a plein. Il y a les CV, ils sont tous pris en considération. Puis ça, c'est juste que, comment dire, je voulais surtout mettre l'emphase sur le fait que c'est un peu paradoxal. Tu sais, toute l'angoisse qu'on porte pour finalement, tu sais, moi, ce que j'ai vécu, je ne sais pas ce qui s'est fait en parallèle, tu sais, les discussions qu'il y a eu par rapport au processus, mais dans une entrevue comme ça, puis de se faire dire, ah, ben, tu sais, ça va être comme ça, puis ils n'ont pas le droit de dire tout de suite s'ils t'acceptent. Elle ne me l'a pas dit, tu sais, mais tu sais, ça fait que je suis resté
l'angoisse jusqu'à ce que je reçoive une lettre et que je pleure pendant plusieurs moments. Mais bon. Mais tout ça pour dire, dans le fond, que je parlais surtout que l'aspect de la recherche est important, puis que ça devient quand même décisif dans le processus d'acceptation aussi, je pense. Et moi, j'ai été chanceux parce que je suis tombé. Ben, premièrement, j'aime la recherche, je ne me le cacherai pas, et je ne savais pas par contre mon sujet, puis je suis tombé sur quelqu'un qui acceptait cette ambivalence-là. Puis je pense que c'est quelque chose de particulier, puis que, veut pas, on ne peut pas demander ça à tous les chercheurs, à tous les directeurs, parce qu'ils ont aussi des comptes à rendre, ils ont aussi leur vie, ils ont des étudiants qui se dirigent, ils ont aussi des expertises limitées, je veux dire, ça ne leur enlève rien. Je veux dire, on devient tous de plus en plus surspécialisés, puis c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'accepter quelqu'un qui va peut-être aller dans un sens dans lequel on ne pourra pas le diriger. Oui, c'est ça. Puis justement, en lien avec ça, tu sais, toi, je pense que tu nous avais mentionné que tu avais changé de directrice tout au long de ton doctorat. Donc, dans le fond, si je comprends bien, tu avais commencé avec une certaine personne, puis après ça, est-ce que c'est parce que tes intérêts avaient changé? Qu'est-ce qui s'est passé un peu, si tu veux nous en parler, bien évidemment? Oui, bien, en fait, c'est exactement ça, là. Comme tu l'as dit, c'est les 2 premières années. Ben, en fait, moi, ce qui a été difficile, c'est que je suis rentré à l'automne, mais je terminais encore 2 cours, puis je terminais 2 cours du bac et je finissais la thèse d'honneur, ben, le projet, puis je commençais un cours de doctorat. Et à l'hiver, ben, comme au fait, moi, j'étais avec quelqu'un à ce moment-là dans ma vie, puis on s'est séparés. Donc, moi, au début de mon doctorat, j'ai vécu une séparation, puis, on avait un condo. Ça a été une période assez difficile parce que, pour faire part un peu je pourrais parler juste du côté académique, mais je ne peux pas séparer ça du côté de ma vie personnelle, dans le fond. Puis, sans entrer dans les détails, je veux dire, euh, c'est sûr que, je me suis retrouvé en, comme seul dans le condo où on habitait, mais pendant 18 mois. Donc, 18 mois, c'est 1 an et demi. Ça a été long avant qu'on puisse vendre l'appartement. Et évidemment, quand tu rentres au doctorat, tu es comme un nouveau projet, c'est beaucoup de choses en même temps. Et là, à côté de ça, oui, il y a le vécu affectif, évidemment, là, que ça n'a pas été évident, mais j'étais bien accompagné là-dedans, mais il y a aussi l'aspect financier. Quand tu rentres au doctorat, si tu as déjà un projet de recherche, tant mieux, tu peux appliquer sur des bourses parce que les bourses financent un projet de recherche et non juste comme tes études en tant que telles. Mais moi, je n'en avais pas encore. Puis, anyway, j'étais débordé. Je n'avais pas vraiment le temps de penser à ça. Mais à côté de ça, il y a l'aspect financier. Fait qu'il a fallu que je travaille un peu plus. Donc, combiné à ça et l'ambivalence par rapport à mon sujet de recherche, c'était assez difficile pour moi de m'engager dans un projet de recherche précis, qui fitait avec les intérêts de recherche de ma prof. Fait que pendant mes 2 premières années de doctorat, ça a été quand même assez difficile parce que j'ai essayé, j'ai essayé d'entamer 2 projets. Un qui allait vraiment dans le sens de ce que j'ai mentionné tantôt par rapport à la réinsertion professionnelle. Après, mais ça marchait pas vraiment. J'étais pas, j'accrochais pas, puis ça débloquait pas non plus dans la question de recherche qu'on pourrait poser, parce qu'un projet de recherche, ça part de là, ça part d'une question. Et après, j'ai essayé, j'avais un questionnement plutôt théorique. Donc, j'ai pensé faire une thèse théorique sur l'intégration des psychothérapies. Là. C'est un domaine particulier qui est super intéressant, puis que dans le fond, je pratique en clinique, mais en recherche, ça, à ce moment-là, ça non plus, ça ne l'accrochait pas parce que encore là, je voulais un ancrage empirique. Tu sais, tantôt, je parlais de quand j'étais allé en philosophie, finalement, je me suis rendu compte que j'aimerais aider des personnes comme concrètement. C'était un peu la même chose pour mon projet. J'avais commencé une idée d'une question théorique.
je me suis dit, j'aimerais ça pouvoir rencontrer des gens. Donc là, c'est encore le sujet a encore changé. Et d'ailleurs, c'est un peu difficile à dire qu'est-ce qui a fait que j'ai changé, que ça a décliqué. Mais finalement, j'ai fini par vendre le condo où j'habitais. Et à peu près dans le même moment, j'ai ma superviseure, ma directrice, là, Sophie, elle a fini par me dire, arrête d'essayer de trouver un sujet, laisse de côté un peu mes intérêts en parlant de elle. Vas-y avec qu'est-ce qui te passionne, là? C'est quoi les questions, sur quelles questions tu aimerais te pencher pendant les prochaines années? Parce que c'est ça qui compte au fond. Parce que tu vas travailler là-dessus pendant 5 ans. Là. Fait que clairement, moi, comment j'étais, je ne suis pas quelqu'un qui réussit bien à travailler sur un projet. Qui te passionne pas. Ouais, ou qui. Ouais, c'est ça. Ou que je peux avoir un intérêt, mais c'est comme s'il faut que ça vienne me chercher à quelque part. Ouais. Est-ce qu'on peut évoquer des hypothèses? Est-ce que c'est parce que j'étais plus affectivement pris ailleurs? Est-ce que j'avais d'autres, une charge, je travaillais j'avais pas le choix de travailler quand même plus que ce qu'on recommande, ou pour un début de doctorat. Est-ce que c'est tout ça mis ensemble? Mais quand même, on ne peut pas exclure la vie quand on fait un programme de doctorat. Puis, bref, ceci dit, c'est difficile d'identifier la cause, mais ça pour dire que quand il m'a dit ça, autour du fait que j'ai retrouvé un peu plus de stabilité dans ma vie personnelle, j'ai pu revenir à des questions qui m'intéressaient depuis longtemps. En fait, c'est drôle, c'était une question. En ce moment, je travaille sur l'aide médicale à mourir, puis là, le podcast, c'est le ArcuSPAL. Donc, pour faire un lien avec les soins palliatifs, moi, plus jeune, très, très jeune, je m'étais posé des questions sur, pas longtemps après que j'avais compris qu'on mourait dans la vie, là, et j'ai commencé à me poser des questions sur l'euthanasie parce que j'avais été en contact avec des gens qui avaient décédé. Puis je me demandais, la question du choix, là, je ne sais pas comment je me le représentais quand j'étais jeune, mais la question du choix entourant la fin de vie, c'est quelque chose qui m'avait comme toujours un peu, pas passionné, mais j'étais vraiment curieux, vraiment une curiosité un peu sans fin, là, maintenant, je peux dire sans fin parce que j'arrête pas, là, mais fait qu'au départ, fait que j'ai commencé à chercher là-dessus. Puis pendant un été, je me suis vraiment penché sur cette question-là. Puis je suis arrivé avec une question de recherche, un projet à peu près, qu'est-ce que j'aimerais faire, quel type de population. Je m'étais basé sur un exemple d'une thèse que j'avais lue d'une prof que j'aimais bien, Mélanie Vachon. Je regardais sa thèse, j'ai trouvé comme un gars, j'aimerais ça faire quelque chose comme ça. Fait que d'avoir trouvé un exemple de projet qui venait me chercher dans le format, mais aussi dans le contenu, c'est venu m'aider à moi clarifier comme OK, j'aimerais ça faire quelque chose comme ça. Et quand j'en ai parlé avec ma directrice, Sophie, dans ce temps-là, elle m'a complètement appuyé. Elle m'a aidé à peaufiner là, le projet, tout en me disant en parallèle et au final que elle accepterait de me superviser pour ce projet-là, sauf que il y a des gens qui seraient plus outillés qu'elle pour me diriger dans un tel type de projet. Donc, elle m'a. C'est parce que à l'UQAM, particulièrement, dans le département de psychologie, surtout en humaniste, il y a, je pense, au moins 4 professeurs qui travaillent sur la fin de vie. Donc, c'est quelque chose qu'il ou elle était plus approprié, plus expérimenté, c'est-à-dire pour me diriger que Sophie. Et donc, elle m'a recommandé à Valérie Bourgeois-Guérin, qui travaille plus sur le deuil, le vieillissement et la fin de vie de façon générale, mais beaucoup plus du côté des populations que des intervenants. Donc, je suis un petit peu
pour elle aussi, je suis un peu, pas le mouton noir, là, mais j'étais un peu pas tout à fait dans son centre d'expertise à cause du type de population, mais dans la méthodologie puis dans le sujet général, je l'étais. Donc, c'est d'ailleurs la professeure qui m'avait recommandé à Valérie, à Sophie, quand j'étais dans le cours de recherche qualitative. Fait qu'elle me connaissait déjà. Mais tu sais, quand on est rendu au doctorat, on n'a pas besoin de. C'est pas comme si on refait un processus d'acceptation. Tu sais, on est déjà rendu là. Et là, c'est plus une question de changement de direction. Puis, pour ma part, tu sais, j'ai entendu des histoires d'horreur, de changement de direction. Puis moi, ben, ça s'est fait dans la douceur et tu sais, je reste en très bon contact avec mes deux. Tu sais, j'allais dire mes deux directrices parce que j'ai continué de travailler avec Sophie. Puis finalement, ouais, bref, j'ai été quand même assez choyé dans ce cheminement-là, malgré tout, là, malgré les embûches de mes 2 premières années, puis au doctorat. Là. Donc, pour toi, ça n'a pas été compliqué de tu sais, changer de directeur, de directrice durant ton doctorat. Ben, la difficulté a beaucoup plus été interne à moi-même que de l'extérieur. OK. C'est que justement, tu sais, on s'engage quand même dans un processus avec quelqu'un. Il y a tous les enjeux. Je veux dire, évidemment, je ne voulais pas décevoir. Tu sais, je ne voulais pas perdre de temps non plus. Tu sais, c'est-à-dire, tu travailles pendant un certain temps dans une certaine branche. Tu sais, moi, j'étais dans le domaine de l'itinérance. Je ne veux pas, j'avais beaucoup lu là-dessus, je me spécialisais, puis tout ça. Puis, c'est un peu comme si l'histoire se répétait. C'est-à-dire que j'ai commencé mon programme et là, un peu comme à la fin du secondaire, j'étais comme, je ne savais pas quoi choisir. Tu sais, j'étais encore dans, mais là, ça m'intéresse tellement, mais ça aussi, mais il faut commit pour quelque chose qu'on va faire pendant je dis 5 ans parce que le projet de recherche est à peu près ce temps-là, tu sais, le programme est un peu plus long, mais puis c'est pas évident. C'est vraiment pas facile de se surspécialiser d'avance. Tu sais, quand tu sors du bac, tu as été stimulé dans tous les domaines de la psychologie, là, tu sais, de la psychologie cognitive à la neuropsy, en passant par la psychodynamique, la psychologie clinique, etc., le développement, tu sais. Puis, tu sais, tu es comme, oh my God, c'est difficile de choisir non seulement une approche, un type d'étude en particulier, une méthodologie, mais là, en plus, un sujet, un type de population. Puis, tu sais, comme on sait, de plus en plus, les études sont spécifiques, comme sur-spécifiques, à cause de l'ampleur du bagage des connaissances qu'on accumule. Fait que ouais, je trouve que c'est quelque chose de difficile, mais qui est malheureusement, on n'a pas le choix de passer par là, de choisir en amont ce qu'on va faire pendant 5, 6 ans. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours avec nous. Moi, je pense que ça m'a vraiment aidé à vraiment mieux comprendre tout le processus qui pouvait avoir lieu aussi durant le doctorat qu'on n'entend pas souvent parler, qui est de changer de directeur aussi, là. C'est que c'est possible, puis qu'il ne faut pas. Des fois, on a peur un peu d'y aller dans ce sens-là parce que, tu sais, justement, comme tu as dit, on veut pas déplaire, on veut rester aussi enligné tout le long de notre doctorat pour terminer dans les temps. Et puis, on voit, on voit ton exemple que c'est possible, puis que tu as vraiment suivi, si on y va un peu cliché, tu as suivi ton cœur, tu as suivi tes intérêts, ta passion, parce que tout était. Tu peux pas concevoir le fait de faire une thèse sur quelque chose qui t'animait pas assez. Là. Ça prenait quelque chose qui te passionnait vraiment. Là. Fait que je trouve ça vraiment beau. Tu sais, puis je continue de réaliser ça un peu chaque jour encore. Tu sais. Oui, il y a les résultats qu'on veut atteindre, tu sais, les objectifs qu'on se donne. Puis, tu sais, ça déborde de l'académique, là, tu sais, dans la vie quotidienne, dans la sphère amicale, amoureuse, familiale, professionnelle, la santé, etc. Tu sais, on a plein d'objectifs qu'on peut se donner, puis de nos jours, on a accès à l'information tellement
facilement. On peut savoir c'est quoi les meilleures pratiques si on veut. Mais au final, tu sais, oui, il y a le résultat, mais il y a aussi comment qu'on vit. Et comment est-ce qu'on vit les choses qu'on fait? Tu sais, si il y a une démarche X qui va nous mener à un objectif qu'on considère important pour nous puis qu'on veut atteindre, d'accord, tu sais, essayons-le. Mais si ce processus-là, cette démarche-là pour atteindre cet objectif-là est difficilement vécu et nous rend parfois malheureux, puis même il y a des gens qui vont persister dans des démarches qui leur causent de la détresse. Je pense qu'il faut être attentif à ça parce que les attentes peuvent être modulées pour qu'on puisse être un peu mieux. Puis je pense, c'est sûr qu'il faut arriver à composer avec des contraintes dans le domaine académique, il y en a beaucoup. Mais je pense qu'il y a moyen de revenir un peu à soi pour se questionner, se demander est-ce qu'on peut niveler un peu les attentes qu'on se donne pour bien vivre, dans le fond? Parce que, dans le fond, c'est quoi qui compte? C'est aujourd'hui, demain. C'est le quotidien, c'est comment on se sent chaque jour quand on revient à la maison, quand je reviens le soir puis que je peux être toute là avec ma blonde et non complètement atterré de ma journée que je me force à faire parce que je veux atteindre X objectifs dans plusieurs années. C'est comme ça qu'on se tue par le stress, etc. Puis je pense dans le domaine académique, on gagne à... Puis pour ça, je pense que votre podcast, c'est vraiment une bonne initiative parce que je pense que le domaine académique gagnerait beaucoup à donner plus de place à ce côté-là, au vécu du quotidien, à la quotidienneté de la recherche, puis le vécu en arrière de tout ça. Tout à fait. Ben, c'est l'objectif aussi qu'on essaie d'avoir à travers le podcast. Je pense que le dernier message qui est de lancer est vraiment important là, à le mentionner et à le répéter aux gens. Là. Des fois, nous-mêmes, quand on est par-dessus on a des travaux par-dessus la tête, on oublie des fois cet élément-là, puis c'est facile de le laisser de côté. Mais quand on se rappelle que l'essentiel, c'est d'être présent puis de vivre le moment présent, puis d'être bien, je pense que c'est vraiment important. Oui, parce que les cordonniers mal chaussés, c'est pas juste pour les cordonniers. Je pense qu'en psychologie, on cherche à atteindre justement, je ne sais pas si vous voulez faire de la psychologie clinique, mais de façon générale, si on est en psychologie, c'est qu'on vise un certain mieux-être, soit individuel ou collectif, là, d'aider, c'est-à-dire au bien-être individuel ou collectif. Mais des fois, ça, c'est comme l'objectif, mais tout le parcours pour se rendre là, des fois, on le laisse de côté pour nous-mêmes, puis des fois, on peut même le négliger dans notre quotidien, puis même envers les autres, des fois, parce qu'on va prioriser certaines, on a des deadlines, etc. Oui, ça me fait penser quand que j'étais au bac, le nombre de fois où j'ai entendu des gens ou autour de moi dire « Ah, mais moi, je vais être bien quand je vais être au doctorat. » Ou c'est comme là, je fais tout ce que je peux, je m'implique dans différents labs de recherche, je m'en vais faire de la relation d'aide à gauche, à droite, justement pour booster mon CV. Puis ça roule, là, mais ils sont comme ah, je vais être bien ou je vais me calmer quand je vais être au doctorat. Mais tu sais, ça fonctionne pas comme ça, tu sais. Non, Puis justement, des fois, il y a des embûches que tu n'as pas prévues, que tu vas rencontrer. Puis une fois que tu arrives dans le rythme du doctorat, ben c'est pas calme là, comme programme non plus. Là. Oui, tu n'as pas le stress des admissions, mais c'est pas parce que tu es dans le programme que tu dis ah, maintenant je suis bien, je me la coule douce. Là. Fait que, tu sais, si tu continues dans cette roue-là, ben, tu peux courir vraiment longtemps, là, de dire, ah, il y a telle autre chose qui embarque, là, tu as la recherche, là, ton étude 1, ton recrutement, etc., etc. Fait que de se ramener, de dire tout le temps, ben, c'est maintenant que ça compte, puis de ne pas vivre pour, justement, dans 10 ans, ah, quand je vais être psychologue, je vais être bien. Tu sais, tu peux rentrer dans cette roue-là à l'infini. Je pense qu'il faut comme briser ça aussi. Je ne pourrais pas être plus d'accord parce que non seulement il y a toujours quelque chose d'autre après, mais aussi, tu sais, on devient les pensées qu'on entretient, veut pas. Puis, si pendant plusieurs années, on entretient
je vais être bien quand. Ou on entretient toujours ce qu'on fait en fonction d'un objectif plus tard. C'est exactement ça qu'on entretient. Plus tard, on va être encore dans ce mode de pensée-là parce que c'est le mode de pensée qu'on va avoir répété pendant 5, 6 ans, par exemple. Si moi, je me dis, je vais juste passer au travers parce que quand je vais être psy, ça va bien aller, ben si vraiment c'est ça qu'on entretient comme processus de pensée, à chaque fois qu'on fait des choses, ben veut pas, ça va être dur de sortir de ce mode-là plus tard. Parce qu'à chaque fois qu'on va se mettre à travailler sur un projet, ça va toujours être OK, je vais passer au travers parce que plus tard, je vais être ça. Il y a comme quelque chose qui se répète là-dedans. Puis, ça, c'est un peu une perspective plus cognitiviste, là, mais même, il y a d'autres théories qui viennent appuyer ce propos-là. Là. En psychodynamique, on peut dire que le désir dépasse toujours l'objet qu'on vise. On va toujours manquer le désir, c'est-à-dire l'objet. Fait une fois qu'on va atteindre tel objectif, notre désir va encore toujours se projeter sur un autre, puis on va toujours le manquer parce qu'il est déjà perdu, si on veut, mais là, ça le bifurque un peu, mais je pense que c'est important de se ramener dans qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, puis qu'est-ce qu'on veut atteindre dans. En fait, moi, qu'est-ce que je dis souvent, c'est que si dans cet objectif-là, il y a quelque chose qui parle de ce qu'on aimerait qu'il soit présent aujourd'hui. Fait que je pense que c'est une source d'indication. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être un peu plus comme qu'est-ce que j'aimerais que ce soit dans le contexte post-doctoral, par exemple. Puis c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça nécessite d'identifier des besoins qu'on a dans le présent. Puis ça nécessite de composer avec des contraintes parfois très rigides, des programmes, des choses qu'on a à faire, des deadlines, de la vie quotidienne. Il faut se faire souper le soir, puis comme des fois, c'est pas évident, mais je pense que ça vaut la peine de faire ce travail-là. Ça va être payant au final. Oui, je pense aussi, ça permet d'apprécier l'expérience qui est vécue. Tu sais, le doctorat, on peut l'apprécier, ben, c'est le fun, c'est une belle expérience à vivre aussi, puis de pouvoir, tu sais, profiter pleinement de chacune de ces expériences-là. Si on prend le temps de ralentir le rythme ou de prendre du temps pour soi, pour être plus disposé puis ouvert pour apprendre ou pour se mettre dedans. Oui, vraiment. Puis se donner des espaces aussi, tu sais, hors académique, tu sais, c'est sûr il y a des sessions, on n'a pas le choix, on est débordé. Tu sais, comme un peu tout le monde. Il y a des périodes où ça roule dans la vie, mais tu sais, je pense que c'est important de trouver son rythme parce qu'on n'a pas tous le même niveau d'énergie, on n'a pas tous les mêmes besoins. Il y en a qui peuvent rouler à 110 pendant toute l'année, à l'année longue, puis qui sont bien là-dedans, mais c'est pas la majorité. Puis c'est pas parce que c'est ça qui est l'excellence que c'est ce qui est le mieux pour soi. C'est pas parce que c'est ça qui est valorisé dans une société de performance que c'est ce qu'on devrait valoriser pour soi dans son quotidien. Puis, tu sais, je dis ça en ce moment, tu sais, parce que là, mon discours est peut-être teinté un peu de ça parce que c'est l'automne. Tu sais, moi aussi, je vois toujours que j'ai appris de mon rythme au fil du temps qu'à l'automne, je suis beaucoup moins productif qu'à l'hiver puis l'été. C'est comme, session d'hiver. Moi, je pense en termes de session. Là, je suis rendu. Puis, mais tu sais, il faut que je le prévoie, ça, que quand on change l'heure à l'automne, là, j'ai moins d'énergie, mes journées en termes de productivité diminuent un petit peu. Tu sais, ça, je ne pouvais pas le prévoir d'avance. Tu sais. Il a fallu que je l'apprenne, puis il a fallu que je revienne un peu dans mon expérience pour dire, OK, mais comment je peux rendre ça, comment être bien là-dedans, tout en rendant le travail qu'il faut que je rende. Tu sais. Mais ça, c'est chacun de nous, on a un peu le travail à le faire. Oui, je pense que tu as tout à fait raison là-dessus. Et merci beaucoup, David, d'avoir partagé ton parcours. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de discuter de ça parce que c'est un sujet vraiment intéressant puis qu'on aurait long à dire là-dessus. Ben oui, non, mais c'était super, là. J'ai clairement
je me suis peut-être enfargé dans des détails, mais je veux dire, je pense qu'il y en aurait tellement à dire là, sur le vécu de ces 10 dernières années, là. J'espère que ça a peut-être pu aider un peu pour le peu que ça a pu donner, là. Je pense que d'entendre d'autres expériences, comme je disais un peu par rapport au bac, là, d'avoir des gens qui vivent un peu la même expérience, même si ce n'est pas la même manière que l'expérience est vécue, ben, de voir comment les gens vivent le même parcours, etc., je pense que ça peut faire du bien, en tout cas. Oui, je suis tout à fait d'accord, là. Je pense que... Juste écouter, moi, j'apprécie tout le temps, là, entendre les gens parler de eux, puis des messages, tu sais, qu'ils ont appris au fil du temps, tu sais, de pouvoir les transmettre, puis que les gens, après, s'ils peuvent repartir avec quelques infos, puis après réfléchir là-dessus, méditer là-dessus, puis peut-être l'appliquer à leur façon dans leur quotidien, je pense que... En tout cas, c'est un objectif. Je ne sais pas si les auditeurs, qu'est-ce qu'ils en pensent, mais j'espère que ça va les chercher un petit peu.